Donc, comme je vous le disais, deuxième intervention sur le thème du climat de la journée, sur le fait de tenir ses promesses et de comment le faire. Je vais hop, j'ai pas... Je vous représente très rapidement l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on fédère tous les professionnels qui vont aller au quotidien dans les entreprises et les collectivités apporter leur expertise et réaliser des missions de conseil sur tous les thèmes liés au climat sur les territoires, les plans climat, les plans de mobilité simplifiée, tout ce type de prestations pour vous accompagner dans la transition écologique. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Magali et à Michel pour nous présenter ce deuxième sujet. Ah non, pardon, c'est Mathieu, autant pour moi. À Magali et Mathieu. Ça fonctionne. Allons-y. Alors, il y aura une petite session de questions-réponses prévue en fin de présentation et puis l'ensemble des supports seront mis à disposition sur le site de la PCC. Alors d'abord, je vais me présenter et ensuite je laisserai la parole à Mathieu pour se présenter. Donc Magali Penquin, co-gérante du bureau d'études JPC Partner. Donc ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je travaille sur les politiques climatiques des territoires, plan climat, bilan carbone, suivi et évaluation de l'ensemble des politiques publiques, plan alimentaire territoriaux, plan de mobilité et autres. Membre de la PCC depuis antérieur à 2015, je n'avais plus la date en tête. Et je co-anime actuellement à la PCC le groupe de travail PCAET. Je travaille aussi sur les thématiques de l'économie circulaire et sur tout ce qui est lié aux déchets, puisque le bureau d'études est à l'origine un bureau d'études qui a été constitué sur cette thématique des déchets. Et puis, à mes heures perdues, quelques dossiers d'installation classée pour la protection de l'environnement. Je suis aussi agréée dans la démarche territoire engagé pour la transition écologique de l'ADEME, à la fois sur le label climat et énergie, anciennement Citergie, mais aussi sur le label économie circulaire. Voilà pour ma présentation et je vais passer la parole, je pense que c'est la tienne derrière, à Mathieu. Merci Magali. Effectivement, je ne suis pas Michel Roy, je suis son collègue Mathieu Caps. Et je lui ai laissé effectivement essuyer les plâtres et avec la télécommande tout à l'heure, le pauvre. A priori, c'est réglé, on devrait avoir un peu moins de soucis. Je suis le fondateur du cabinet InnoPublica. Michel l'a dit tout à l'heure, hein, on est, nous, à l'origine, pas du tout bureau d'études sur les enjeux climat et énergie. Et pour autant, notre métier autour de la data nous amène à travailler avec un certain nombre d'organisations et notamment des collectivités locales sur ces questions au travers justement de la donnée qui peut constituer, et on va revenir là-dessus, un vrai levier de performance opérationnelle. Et donc les spécialités qui sont les nôtres tournent autour de la data. Alors des stratégies aussi de territoire intelligent et durable. Donc désolé pour le néologisme, mais c'est effectivement un petit peu les deux composantes des deux transitions sur lesquelles on travaille. À la fois, on va dire, le territoire intelligent, la Smart City, et aussi la dimension transition environnementale avec toute cette partie durable. Et in fine, voilà, tout ce qui relève de la conduite, de l'évaluation des politiques publiques et de la transition aussi managériale fait partie de nos compétences. Alors, je propose de démarrer d'un plan climat du territoire et de voir après effectivement comment la data peut intervenir à ces niveaux de politique publique. Donc, je vais vous parler des dispositifs de suivi et d'évaluation d'un plan climat et ensuite on pourra effectivement aborder l'intelligence numérique dans ces domaines. D'abord, qu'impose la réglementation sur ces dispositifs de suivi et d'évaluation? Elle est assez claire sur le sujet, puisqu'un dispositif de suivi et d'évaluation doit être inclus dans chaque plan climat et doit être défini au travers d'indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire par le territoire, et puis défini au travers aussi d'articulation avec les indicateurs inscrits à des niveaux supra-territoriaux ou nationaux. Donc je vous ai mis un rappel sur le décret du 28 juin 2016 relatif au plan climat qui redéfinit concrètement
même si ça reste une définition très large du dispositif de suivi et d'évaluation qui porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté, notamment au travers du plan climat. On est vraiment sur quelque chose d'assez large. Le législateur n'a pas statué sur les modalités concrètes de suivi. Et donc, on va essayer d'aborder un peu ce sujet dans la suite de la présentation. Donc, concrètement, également associé à ce dispositif de suivi et d'évaluation, un rapport d'évaluation qui doit être mis à la disposition du public à 3 ans du suivi du plan climat, qui est mis en œuvre pour 6 années. Et également un rapport finalisant cette évaluation au bout des 6 années, donc à la fin du plan climat, et pour conclure son évaluation et sa capacité à avoir été mise en œuvre correctement. Et donc pour s'assurer effectivement de cette efficacité, bien évidemment, il faut piloter ce plan climat et donc disposer d'un suivi et d'une évaluation pour pouvoir en mesurer l'efficacité. Ce dispositif doit mesurer l'impact concret sur le terrain des mesures qui sont proposées dans le plan climat, mais également identifier l'ensemble des leviers à mobiliser et ce qui reste encore à mobiliser pour pouvoir progresser et éventuellement réorienter la stratégie engagée, la vision du territoire sur ce plan climat. Et donc le rapport d'évaluation, au travers de son dispositif de suivi, doit permettre de réajuster les trajectoires qui sont planifiées par la collectivité dans le cadre de son plan climat et de sa vision 2030-2050. Donc ce n'est pas quelque chose d'évident d'en arriver là au bout de 3 ans et au bout de 6 ans. Suivre, évaluer, c'est vraiment 2 démarches différentes. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue du dispositif, donc ici du plan climat concrètement. Le suivi, c'est de vérifier la réalisation des actions avec les moyens mis en œuvre, les financements, les moyens humains, les données, etc. que l'on est en train de mettre en œuvre. Donc c'est suivre ces actions, vérifier que l'on fait ce que l'on a dit. Et puis les évaluer, c'est différent, c'est vraiment... évaluer ces actions, c'est expliquer pourquoi, comment on va dans le bon sens ou pas. Est-ce que ça a fonctionné? On est basé plus sur le résultat avec les acteurs, que ce soit des résultats positifs, négatifs. On va recalibrer l'action et on va être dans une démarche vraiment de démarche qualité. Et tout ça va effectivement aller dans le sens d'une amélioration continue du plan climat. Donc on est vraiment sur 2 démarches différentes entre suivre ces actions et les évaluer. Pour revenir au dispositif de suivi d'évaluation, pour pouvoir le piloter, il faut des indicateurs. Donc je pensais que c'était important de redéfinir ce qui est un indicateur. On en entend souvent parler, mais c'est vrai que des fois le voir écrit c'est plus facile. Donc l'indicateur c'est vraiment une définition de ce qui doit être mesuré. Donc c'est soit quantitatif ou qualitatif. L'indicateur doit être SMART, ce qu'on dit souvent, hein, c'est une réduction un petit peu de spécifique, mesurable, réalisable, réaliste, délimité dans le temps, qu'on retrouve très régulièrement, mais ça se vérifie. Si on n'a pas ces qualités-là sur un indicateur, il va être compliqué à suivre. Il doit être RESER, donc pertinent, acceptable, crédible, facile d'application et robuste. Il doit permettre d'évaluer un état initial et de suivre des changements. Et puis, à chaque fois, avoir une valeur cible et une source de vérification, une référence pour pouvoir calibrer cet indicateur. Donc, tout ça n'est pas quelque chose de facile quand on commence à s'y pencher sérieusement. Un indicateur est caractérisé par son libellé, sa définition claire, qui doit être claire et précise et faire référence à soit du réglementaire, soit à des éléments qualitatifs et quantitatifs que l'on peut aller rechercher. Une unité de mesure, ces déclinaisons possibles, indicateur territorial ou éventuellement sectoriel ou indicateur d'action. Son mode de calcul et les données liées à ce calcul, ce qui permet effectivement la pérennité de cet indicateur et d'avoir toujours la même façon de le calculer. Ça, c'est important également.
et puis d'éventuelles recommandations pour son interprétation. Aujourd'hui, on a beaucoup de variantes d'interprétation possibles pour un indicateur, ne serait-ce que les émissions gaz à effet de serre d'un territoire, par exemple. Alors, j'ai voulu aussi remettre une slide sur la différence pour moi. Après, voilà, je pense que chacun en fait un peu son interprétation, mais de manière à calibrer les choses entre un indicateur de suivi et un indicateur d'évaluation. Donc, des sujets que l'on retrouve dans les plans climat, puisqu'on parle de dispositifs de suivi et d'évaluation. Donc, on va retrouver des indicateurs de suivi et des indicateurs d'évaluation. Pour moi, l'indicateur de suivi, il sert à suivre l'avancement d'une action. On va le retrouver conjointement partagé avec un acteur, par exemple, dans une charte d'évaluation, dans une charte d'engagement. On va disposer d'un suivi régulier des actions mises en œuvre grâce à ces indicateurs. On peut le retrouver sur le plan d'action du plan climat. Et il vise à atteindre l'objectif fixé dans le cadre de l'action. On verra après des exemples concrets. Et puis on peut le compiler dans un tableau de bord de pilotage et plutôt d'ordre opérationnel. L'indicateur d'évaluation, pour moi, il répond plutôt à un suivi de la stratégie climat et énergie d'un territoire. Il est plutôt défini à une échelle territoriale et il permet de disposer d'un état d'avancement des objectifs du plan climat que s'est fixé la collectivité. Il permet d'évaluer son plan climat également. Toujours compilé dans un tableau de bord de pilotage et plutôt d'ordre stratégique avec les objectifs supra notamment et nationaux. Il doit être documenté, avoir une définition, une clé de lecture, une unité, une valeur de référence, une valeur à atteindre, savoir où collecter cet indicateur. On en a déjà parlé, mais c'est encore plus important pour l'indicateur d'évaluation, pour que toutes les collectivités soient sur les mêmes bases d'évaluation. Avoir une fréquence de mise à jour, des objectifs à atteindre et des mesures correctives associées. C'est vraiment ce qui est demandé aujourd'hui dans l'évaluation par rapport au dispositif plan climat notamment. Je vous ai mis ici quelques exemples d'indicateurs de suivi. Alors, je ne suis pas dans la data, Mathieu, et c'est justement intéressant de confronter aussi nos points de vue et de voir comment la data peut améliorer un petit peu ces travaux qui sont faits un petit peu à la mano aujourd'hui. Donc par exemple sur une action de rénovation de maisons individuelles avec un indicateur de suivi de l'action qui va être très concret où on va mesurer le nombre de logements réhabilités, le gain énergétique total par an en kilowatts, le nombre de logements réhabilités cumulés, le nombre de personnes conseillées, etc. Et en parallèle, on va avoir un indicateur d'évaluation plus stratégique qui va être globalement la quantité de logements réhabilités d'un point de vue énergétique pour atteindre l'objectif fixé de la collectivité qui est de rénover 7 à 10% des maisons individuelles, par exemple, et 11 à 22% des appartements. Donc on va avoir en face de cet indicateur d'évaluation des actions qui vont être suivies par des indicateurs de suivi de l'action. Voilà, donc ça c'est concrètement ce qu'on peut retrouver en indicateur de suivi. Indicateur d'évaluation, par exemple, on est sur des choses plus structurées, où on va, par exemple, sur une consommation d'énergie, avoir un indicateur de consommation d'énergie finale de bâtiments communautaires avec une unité, un indicateur dans sa définition concrète, une valeur, une période concernée, une année de référence et une valeur associée pour pouvoir comparer les éléments entre eux et l'évolution de cet indicateur. Une valeur de référence par rapport à un seuil, une moyenne, une loi, où retrouver cette donnée. Ça, c'est important parce que parfois les gens changent et dans les collectivités, et on n'a plus forcément accès à la donnée si on ne sait pas où on peut la trouver, dans quel fichier. On peut être très précis sur cette information. La fréquence de mise à jour de l'indicateur d'évaluation et puis les mesures correctives associées si cet indicateur n'atteint pas l'objectif envisagé, l'objectif fixé. Je vous en ai mis d'autres, par exemple les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre par habitant, etc., où on va retrouver effectivement des définitions très précises, presque réglementaires, concernant les indicateurs d'évaluation avec des références et des valeurs de comparaison possibles, des fréquences de mise à jour et des mesures correctives.
Alors, comment suivre tout ça? Donc, c'est là aussi où je pense que Mathieu va pouvoir nous apporter un certain nombre de réponses dans la suite. Donc, on peut effectivement utiliser un tableur Excel assez simple, piloté par la chargée de mission, mais on comprend vite la limite de l'exercice, avec effectivement une difficulté parfois à transférer cette information, à la collecter. On a aujourd'hui sur le marché un certain nombre de logiciels de suivi, avec des plateformes collaboratives qui permettent effectivement de suivre et de planifier ses actions et de suivre ses indicateurs d'évaluation. Ça permet d'enregistrer l'historique des actions menées, de planifier les actions futures, d'éditer des statistiques. C'est assez intéressant. Donc il y a différents logiciels aujourd'hui qui existent, comme Futureproof, Linéa 21, etc., qu'on retrouve aujourd'hui au sein de nos collectivités. Et puis, l'ADEME met en œuvre actuellement une démarche qui s'appelle betagouv.fr, sur lequel effectivement on commence à voir apparaître un logiciel de pilotage de l'action des collectivités au travers de la démarche territoire engagé pour la transition écologique, avec l'ouverture d'une plateforme dédiée au suivi de projets par l'ADEME. Donc je vous ai mis l'adresse en dessous et je pense que Mathieu pourra nous en dire un mot également. Voilà, donc on a des outils qui commencent vraiment à émerger sur ces sujets de pilotage et de construction. Bon, nous, en tant que conseil auprès des collectivités, on peut intégrer ce type de plateforme dans les propositions que l'on fait aux collectivités, bien évidemment. Le truc, voilà, sur les tableaux de bord, c'est qu'il faut mettre à jour régulièrement, les partager, communiquer les résultats, les évaluer. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, et quand il y a rupture au niveau de ce suivi, ça devient vite compliqué de faire son évaluation à 3 ans ou 6 ans. Donc il faut continuellement mettre à jour ces indicateurs et suivre ses actions auprès de ses acteurs. Donc avoir un outil assez convivial, assez partagé, qui puisse permettre de faire l'ensemble de ces actions. Le rapport d'évaluation, juste quelques minutes là-dessus. Voilà, c'est un peu le flou aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de plans climat qui sont arrivés à l'évaluation finale. Donc on commence à se structurer aussi en tant que membre APCC sur le sujet. On y réfléchit. Donc pour nous, un rapport d'évaluation doit contenir l'analyse du projet initial, vraiment justifier son cadre d'intervention, le porteur du projet, la gouvernance qui a été mise en œuvre au départ, la coordination du projet, le cadre logique, les outils qui ont été mis en œuvre, les modalités de mise en œuvre, l'ensemble des parties prenantes, les compétences mobilisées, les moyens, et puis les résultats. Et c'est là où on retrouve effectivement le suivi et l'évaluation, et bien évidemment la conséquence, l'ajustement et les recommandations qui peuvent être formulées dans le cadre de ce rapport d'évaluation. Personnellement, on n'en a pas encore fait, on a hâte de s'y pencher. Ça va être un sujet assez intéressant. Pour finir, une petite bibliographie sur le sujet de l'évaluation, donc avec le travail d'amorce sur le sujet en partenariat avec la PCC, les observatoires climat et le réseau RAR qui travaillent sur l'évaluation actuellement, et puis le Club STEP qui a produit un support aussi sur l'évaluation, et puis je vous ai mis un lien sur également Territoire Climat où vous retrouvez des éléments sur le suivi et l'évaluation. Voilà, je pense que j'ai terminé. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mathieu. Merci. Merci Magali. Je prends la télécommande aussi. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez vu, effectivement, la question finalement du lancement, du pilotage et de l'évaluation de ces plans climat, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est très complexe d'ailleurs pour nous chez InnoPublica parce que ce n'était pas notre métier, je l'avais dit à l'origine. Le constat que nous, on a fait très rapidement en accompagnant beaucoup de collectivités aujourd'hui dans leur transition numérique, notamment au travers de la data, c'est que c'est un sujet qui était certes arrivé comme prioritaire aujourd'hui dans les territoires. Il y a 1 an, quand les sondages étaient faits au moment des élections, en vue des élections municipales et intercommunales, le sujet de la transition écologique était en tête finalement aussi des préoccupations des Français. Et ça a plutôt été bien repris dans les programmes. Quand on a dit ça, on s'est aperçu sur le terrain que pour les élus, ça restait très compliqué le sujet, très technique au final, très transversal. Et pour les chargés de projet qui, dans les collectivités, étaient en charge justement du lancement, de l'animation, du pilotage de ces sujets, c'était une véritable souffrance pour eux. Nous, on est arrivés un petit peu par hasard ou par la bande. Il se trouve qu'on accompagnait un territoire sur justement leur logique
finalement de stratégie de la data, d'ouverture de leurs données. Et une chose qu'on aime bien faire aussi chez nous, c'est de pouvoir traduire ça en actes concrets, partir sur des cas d'usage dans des temps assez courts pour ne pas rester sur des choses qui survolent, parce que parler de la data, d'abord, la data n'a aucune fin en soi, elle doit pouvoir aider un certain nombre de choses dans la conduite des politiques publiques, mais surtout, on risque de perdre son public. Alors, rassurez-vous, justement, je ne vais pas faire un discours de data scientist ou partir sur des choses un petit peu compliquées, ni sur des choses un peu bullshit, parce qu'on vend ici et là tout un tas de solutions magiques, et en réalité, vous allez voir que la data n'est pas une fin en soi, que le vrai sujet, c'est celui surtout des élus, des collaborateurs, et de la capacité à animer tout ce petit monde. Alors, quand on a fait cette mission, d'ailleurs sous l'égide d'une chargée de projet PCET, et pas que, qui est dans la salle, et qui est venue aussi aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait un excellent cas d'usage aujourd'hui avec les plans climat-air-énergie, puisque celui-ci était en cours de définition avec un bureau d'études, et il y a besoin de bureaux d'études, je le confirme partout, parce que c'est un sujet qui est très mouvant, ça demande une grosse complexité métier et technique, et aujourd'hui, voilà, les bureaux d'études, notamment membres de la PCC, ont un rôle clé pour pouvoir prendre par la main ces territoires qui sont souvent esselés et qui ont du mal à faire face à toutes les réglementations qui sont les leurs, et quand bien même elles sont justement hyper volontaristes sur ces sujets. Michel l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le bazar, il y a une énorme complexité, et mettre tout ça en œuvre aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand on a fait finalement cette mission et qu'on s'est dit tiens, la data peut peut-être servir finalement à la fois à la promotion du PCET, sa compréhension, son pilotage, son évaluation, on s'est dit que c'était assez peut-être intéressant, parce qu'on n'avait aucune idée, on avait juste un sentiment de savoir comment c'était vécu dans les territoires. Michel citait tout à l'heure une étude qu'a fait la DCF sur les PCET. Il y a une dizaine de mois de ça, on a fait aussi une petite étude, justement, dans le cadre de la mission qu'on faisait pour cette communauté de communes, pour benchmarker un petit peu l'état de l'art aujourd'hui, et notamment le ressenti des chargés de projet PCET par rapport à la donnée. Alors c'était finalement déjà, alors on l'a restitué il y a maintenant 1 an, mais ça a été fait au moment où on était en pleine période de confinement. Alors on s'est amusé, puisqu'on maîtrise pas mal les données, à récupérer un certain nombre d'informations sur toutes les collectivités qui faisaient des PCET, les interlocuteurs clés. On a lancé ça à environ 700 territoires, et on a eu l'agréable surprise d'avoir près de 400 retours. On s'attendait à avoir moins de 10% des retours, et on avait finalement un territoire sur 2 qui a répondu à ce petit questionnaire pour donner finalement là où ils en étaient sur le PCET, et puis la manière dont ils le ressentaient. Je vais aller très vite sur les résultats. Vous voyez une petite carte finalement des territoires, alors anonymisés aussi, qui sont revenus pour voir comment la donnée était intégrée chez eux. Et je voudrais juste revenir sur 3-4 chiffres clés qui nous ont interpellés et nous ont confortés justement dans cette idée, et ce n'est pas un scoop, que la question de l'appréhension de la donnée, donc finalement de paralléliser la transition numérique avec celle de la transition écologique, n'était pas évidente, et que c'était souvent d'ailleurs très siloté. Sauf quelques exceptions, on a quand même des personnes qui arrivent à un peu articuler les deux. D'abord, l'un des premiers constats, c'est qu'il y a une vraie difficulté à finalement trouver la donnée. Elle est difficilement accessible et souvent ignorée. Et lorsqu'on voit finalement là où elles sont utilisées, on voit que forcément pour la définition, elle est mobilisée. Les bureaux d'études font un travail là-dessus et vont la chercher. Je dois dire aussi, pour les avoir interrogés, que ce n'est pas simple pour eux aussi d'aller trouver les bonnes données pour faire ce constat. D'abord parce que où elle est incomplète, où elle n'est pas fraîche, ou qu'elle manque parfois d'une localisation qui est assez imprécise. Quand on prend des données de la qualité d'air, en général, et même s'il y a des Atmos aujourd'hui, un certain nombre d'associations qui permettent de voir ça, eh bien, on a quand même des données qui sont, disons-le, pour le moins parfois médiocres. Et quand elles existent, ce n'est pas toujours simple d'aller les trouver parce qu'elles sont complètement éparses. Donc on part parfois de constats qui ne sont pas tout à fait exacts. Donc quand vont arriver les étapes d'évaluation aussi, avec des données qui sont incomplètes au départ ou peu qualitatives, et des données qui seront mal compilées 3 ans après ou 6 ans après, autant dire que ce n'est pas évident. On a quand même pour le coup des données omniprésentes dans ces PCET, et quand on revoit un petit peu aujourd'hui où est-ce que les données finalement sont utilisées, on voit qu'elles interviennent à toute étape finalement du plan climat et de toute la vie de ce plan climat. L'une des choses aussi, c'était d'évaluer si, on en a parlé tout à l'heure, il y avait déjà des méthodologies, des outils qui étaient clairement adoptés pour pouvoir travailler et objectiver la progression des plans climat sur lesquels on s'est engagé. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a un certain nombre, c'est assez diversifié. Sans scoop, en fait, finalement, les outils tabulaires type Excel sont quand même les plus utilisés, et que c'est des outils qui ne sont pas toujours faciles finalement à utiliser, dans le sens où lorsqu'on multiplie le nombre d'interlocuteurs et finalement de plus en plus de tableurs dont on multiplie aussi les versions, vous êtes souvent peut-être convaincu,
parfois justement d'avoir des différences de versionning, on n'a pas les mêmes versions, on s'y perd. C'est assez compliqué d'ailleurs de les restituer à un comité de pilotage, à une commission environnement, par exemple de son intercommunalité. Bref, et avec effectivement déjà des solutions, des éditeurs qui essayent de trouver déjà des premiers leviers pour faciliter ça. Mais on est encore très très loin du compte. Je passe vite sur les verbatims, juste peut-être 2, mais on en avait cité un certain nombre. On avait eu la chance d'ailleurs d'avoir des témoignages aussi dans une restitution qu'on avait faite, notamment d'une collectivité assez engagée sur ces sujets-là, qui était assez pionnière et plutôt bien labellisée, notamment sur Citergy, parce que c'est effectivement l'un des bons leviers dont on a vu qu'il convergeait et qu'il a maintenant dit plus Citergy depuis quelques mois. Mais voilà, qui donnait déjà des premières clés pour l'évaluation, pour le pilotage et l'évaluation aujourd'hui des actions environnementales. Mais voilà, 2-3 phrases. Une qui redisait, par exemple, alors je voulais faire référence tout à l'heure, pardon, la communauté urbaine de Dunkerque, qui pour eux aussi, c'est pas forcément évident, et pourtant qui sont vus comme étant un territoire plutôt pionnier sur le sujet, historiquement engagé dans la transition environnementale, qu'on accompagne d'ailleurs nous plutôt sur la transition justement data et smart city. Notre collectivité souffre d'un manque de culture du mode de projet et donc de travail en transversalité au sein des services de l'agglomération. On le voit bien, c'est pas tant le sujet data et data science ou on va dire technologique ou informatique. C'est d'abord le sujet finalement de la collaboration. C'est un grand classique. Un autre verbatim, la maîtrise de la data n'est pas notre métier. C'est ce que je disais aussi, parfois c'est siloté. Et nous n'avons pas chez nous de collègues à même de nous appuyer sur ces aspects pour sourcer les informations utiles et alimenter les indicateurs. Donc là aussi, on a une vraie rupture de charge et c'est compliqué pour les gens. Alors quand on a dit ça, pourtant, je voudrais juste faire aussi un petit point de focus sur cette autre transition qui est la transition justement numérique et aujourd'hui l'appréhension de la data. Ça, c'est le métier historique que l'on fait et on a un regard assez transverse. On vient d'ailleurs de rendre un rapport collectivement avec l'alliance à laquelle on appartient, Data Publica, au ministère justement de l'économie et des finances, qui chapeaute aussi les sujets de transition numérique avec pour le coup le secrétaire d'État Cédric O. Et je vais pas revenir sur l'étude, elle vient d'être parue il y a 300 pages, mais juste quelques éléments sur la data parce que vous allez voir le lien qu'a commencé à dessiner tout à l'heure Michel. Bon, c'est un secret pour personne, on pressent, et c'est la réalité, que les données sont omniprésentes en réalité, mais qu'on a du mal à les utiliser. Donc elles sont à la fois dans les systèmes d'information, finalement vos logiciels, vos outils informatiques, dans un certain nombre aussi de capteurs, de sensors, et j'ai mis évidemment le genre finalement de capteurs aussi que sont les compteurs Linky ou finalement les compteurs Gaspard côté gaz. Bref, la donnée est partout dans les systèmes d'information géographique et pourtant elles sont difficilement accessibles. Pourtant, et c'est déjà le cas dans un certain nombre de groupes privés, on a vu qu'elles pouvaient constituer une véritable source d'opportunités et qu'elles peuvent être un carburant de l'innovation et aussi des transitions écologiques. 3 leviers finalement aussi aujourd'hui dans la maîtrise, la valorisation et la circulation de la donnée, et je vais m'attacher à un en particulier. C'est d'abord les enjeux de transparence. Et ce n'est pas inutile quand même sur les enjeux de transition écologique, quand on parle d'évaluation, c'est aussi rendre compte aux habitants finalement des efforts qui sont consentis par les territoires et peut-être aussi de l'affectation finalement des impôts dans des enjeux de transition écologique. L'open data peut être un vrai levier aujourd'hui pour rendre compte de son action et ce de manière complètement intégrale et avec des données qui peuvent être lisibles aussi par même des machines. C'est ça l'open data, hein. C'est pas de livrer un PDF, c'est de pouvoir livrer des bases de données pour justement prouver notamment la bonne action de la collectivité locale. Et c'est un de nous, en tout cas, de nos engagements. Les 2 autres leviers, c'est finalement aussi la création de nouveaux usages et de nouveaux services, notamment en faveur de la transition écologique et du pilotage des plans climat et énergie. Et puis l'un des gros enjeux, et c'est là-dessus en réalité que portent les principaux fruits quand les collectivités se lancent aujourd'hui dans l'appréhension de la data, c'est plutôt la dimension efficacité opérationnelle avec une data qui va servir justement à la performance, à la collaboration, au décilotage. Et pour les PCAET, ce n'est pas neutre puisque ce sont évidemment des plans qui sont assez massifs. Et ce n'est pas uniquement le chargé de projet PCAET avec ses petits bras musclés qui va pouvoir tout faire lui-même. Il a besoin d'aide, il a besoin de remonter de l'information. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation territoriale et environnementale sans circulation de la data. C'est une conviction profonde. C'est une conviction d'ailleurs qui est partagée par l'ADEME, qui travaille aussi sur l'open data et qui a ouvert ces données, que les collectivités n'ont pas toujours l'habitude d'aller chercher aussi. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'opérateurs.
On voit aujourd'hui qu'il y a quand même une vraie dynamique réglementaire aussi sur l'ouverture des données d'intérêt général. Elle est parallèle justement à cette dynamique réglementaire sur la transition environnementale. C'est ce qui est dur à articuler parce que les lois se succèdent, la loi NOTRe ou tout à l'heure la loi effectivement de transition environnementale ou la loi Le Maire pour l'ouverture des données qui est constamment en fait aussi réinventée, approfondie. Donc c'est un cycle permanent. Mais quand on a dit ça, eh bien, le sujet reste très compliqué. Comme pour la transition environnementale, la question finalement de l'appréhension de la data, en dépit, on va dire, de la dynamique réglementaire, ça reste très compliqué. On a assez peu de territoires qui arrivent aussi aujourd'hui à avancer. Un peu comme tout à l'heure, Michel donnait des statistiques en disant que seul un gros tiers des collectivités avaient opérationnellement engagé leur plan climat air énergie. Pour la dimension open data et maîtrise de la donnée, on est grosso modo à 10 ou 15% des collectivités. Et on va dire 5%, les plus grosses en réalité, qui commencent à avoir un petit peu d'expertise dans le domaine et qui ont du mal encore à articuler ça avec l'environnement. L'enjeu aujourd'hui, en tout cas nous qu'on défend, c'est cette capacité à faciliter la mise en réseau au sein de l'organisation publique, mais aussi avec ses partenaires sur le territoire, d'avoir une approche ouverte, open, c'est vrai pour l'open data, c'est vrai aussi pour l'innovation. J'allais dire sortir et penser un petit peu hors les murs. Dans le cabinet, on est tous passés par la territoriale à différents postes d'ingénierie, de transition, des postes pour le coup plus managériaux, y compris politiques. Et on voit que l'un des gros enjeux, c'est quand même parfois de vivre en vase clos et qu'on est enfermé notamment sur un certain nombre de pratiques et qui d'ailleurs s'accommodent assez mal de la performance opérationnelle. On revient là-dessus à l'efficacité des PSAET. Donc il faut décloisonner, il faut faciliter et fluidifier la circulation de la donnée. Il va falloir pouvoir sensibiliser, accompagner, outiller. Je disais, le vrai sujet, ce n'est pas la data pour la data, ça va être la transition aussi. Et que tout à chacun, finalement, puisse être acteur aussi, finalement, de la compréhension de la circulation de la donnée. Quand Fanny, ici, en tant que chargée de projet, doit remonter les informations de ses collègues, en charge du bâtiment, en charge de la mobilité ou encore en charge des sujets d'alimentation durable, tous ces gens-là aussi doivent être sensibilisés aussi à cette question, au-delà de leur métier, mais de la question de leur production de la donnée ou de celle qu'ils manipulent tous les jours. Il y a un enjeu évidemment d'abolition de la complexité technique, parce que si ça devient un sujet informatique, c'est mort, et finalement ça ne prend pas. Un enjeu de pédagogie, de simplicité. On travaille beaucoup aussi, et je crois que c'est important, tout ce qui est enjeu de design de service, d'ergonomie. Vous êtes utilisateur, vous, d'un certain nombre d'outils sur vos téléphones portables, et vous êtes sensible à l'ergonomie, et on pense que la puissance publique, et tout à l'heure Magali parlait de bêta-gouv, ça doit passer par là, c'est-à-dire quelque chose qui réponde à des comportements, à de l'ergonomie, et à une facilité d'utilisation. Ça avance beaucoup sur ce champ-là. Et DataGir, par l'ADEME, est un excellent exemple justement pour mieux comprendre les données aujourd'hui à caractère environnemental. Donc donner à interagir, à jouer avec la data, c'est un des vrais enjeux. Pouvoir aussi faciliter et engager, on va dire, la collaboration de tout le territoire. Alors désolé pour cet anglicisme, on parle de crowdsourcing. Ce matin, quand je venais, on utilise par exemple des applications comme Waze ou Citymapper par exemple. Tout ça, c'est la capacité aussi à faire contribuer les uns et les autres à avoir de la donnée fraîche, à jour, qu'on ne serait pas à même soi-même de développer. Et c'est un des vrais enjeux qui est essentiel, c'est comment est-ce qu'on peut faire remonter la donnée. Et vous verrez qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de territoires, eh bien, la remontée d'informations, en faisant participer les gens et en leur facilitant la capacité à remonter de l'information, ça permet justement de mieux suivre, piloter, évaluer les plans climat, air, énergie. Enjeu d'interopérabilité, c'est ce que disait aussi pour le coup Magali tout à l'heure. C'est intéressant effectivement d'avoir des indicateurs de suivi, mais lorsqu'on doit partir sur des enjeux aujourd'hui d'indicateurs de résultats, il va falloir être capable de faire parler les données entre elles avec des thématiques différentes. Donc il y a des enjeux de standardisation de données, parce que si on veut pouvoir effectivement faire travailler les moulinettes et voir l'impact qu'il y a notamment en termes de baisse de gaz à effet de serre, l'enjeu de l'interopérabilité est clé. Et aujourd'hui, il est loin d'être résolu, même si on commence à avoir une belle maturité sur des sujets d'énergie en particulier. Voilà, je passe vite là-dessus, mais il y a un enjeu finalement de pouvoir construire son territoire à la façon d'un Lego, de pouvoir, et ça c'est important aussi, finalement dans le millefeuille territorial qui est le nôtre, de pouvoir faire interagir et de faire remonter les données. Dit autrement, c'est l'illustration de ce que montrait tout à l'heure Michel, c'est qu'on parle d'articulation d'un certain nombre de documents cadres et de documents de planification. Comment est-ce qu'on arrive, et nous on travaille avec plusieurs niveaux aussi de collectivité, mais pour par exemple un conseil régional remonter de la donnée pertinente qui vient du plus près du terrain
pour agréger ces données et avoir une vision macro de sa région. Et à l'inverse, lorsque je suis une petite mairie ou une intercommunalité en charge du PCAET, bénéficier en retour d'une donnée qui est produite à un échelon supérieur, mais que je voudrais avoir à la maille territoriale. Je parlais tout à l'heure de qualité de l'air, mais ça pourrait être aussi sur des mobilités douces. Donc je donne un peu cette image de la culture finalement du riz en terrasse. Sur les rizières, c'est la même chose. On va faire irriguer finalement la donnée depuis le haut vers le bas et inversement. Et enfin, la question d'avoir une gouvernance partagée lorsqu'on veut travailler en commun, ça passe aussi par une gouvernance de la data, mais aussi une gouvernance de projet. Et c'est ce qui donne aussi derrière, alors je prends quelques exemples, mais la capacité finalement à avoir une dynamique data régionale avec l'ensemble des partenaires. Il y a un certain nombre de territoires qui sont en avance aussi sur ces sujets et qui commencent à combiner les deux. Je pourrais citer ici, parce que c'est un territoire très mature sur la data et sur les transitions aussi environnementales, mais ce n'est pas le seul, hein, donc il ne s'agit pas de décerner les bons et les mauvais points, mais je pense à Rennes par exemple, ou Nantes, qui sont à la fois matures sur des sujets justement de stratégie de la donnée, avec une charte métropolitaine de la donnée à Nantes, ou un projet aussi de service public métropolitain de la donnée, et qui commencent à l'appliquer sur des enjeux aussi environnementaux et des enjeux aussi de suivi climat. L'articulation des deux est encore naissante, donc il faut être très très modeste par rapport à ça. La décennie qui s'est ouverte va à mon avis changer pas mal de choses. Donc émergence de nouveaux services, enjeu aussi évidemment de maîtriser les données comme levier de résilience territoriale. Aujourd'hui c'est un point, il y a finalement une communauté qui commence à s'organiser. Et puis je le disais aussi, la nécessité d'avoir une véritable stratégie data. Ça c'était le petit focus sur la data, j'ai fini sur cette deuxième partie. Une troisième partie pour atterrir sur quelque chose de concret, les indicateurs. Quand on articule les deux, on s'aperçoit justement qu'on peut arriver à développer un certain nombre de choses. L'un des enjeux qu'on avait identifié, maintenant je reviens sur les PCAET, et qui nous avait frappé en allant dans les réunions, d'abord c'était la difficulté d'appréhender le plan climat-air-énergie. Les bureaux d'études qui sont ici ne me contradiront pas en voyant que finalement entre le diagnostic, les scénarios qu'on s'est fixés et le plan lui-même, on a des documents qui font allègrement 200, 300, parfois 400 pages, avec des plans d'action à 30, 40, 50, 100 actions, où il y a un peu à boire et à manger. On s'est un peu laissé aller dans les réunions de concertation et on s'aperçoit que c'est à la fin incompréhensible, impilotable et que nous on a vu des élus qui avaient voté des choses qu'ils n'avaient pas véritablement compris. Et l'impact que ça allait voir pour eux en termes de ressources financières et en termes de mobilisation. Et là on a nos chargés de projet de PCAET qui crient au secours et qui ont du mal justement derrière à traduire ça et à rendre compte de leur action. Donc il y a un enjeu quand même aussi qui est celui d'une forme de communication. Comment on traduit, tout à l'heure on voyait les tableaux, mais avec les indicateurs de suivi, pour quelque chose de compréhensible. Aujourd'hui, les élus, y compris pour le maire, le président ou même le VP en charge de la transition environnementale ou des PCAET, c'est extrêmement complexe. Et ça va aller crescendo parce qu'en plus, on va se reprendre une flopée d'obligations. Donc se servir de la donnée aussi pour simplifier, rendre tangible un peu un certain nombre de choses, de manière accessible, pour des gens qui n'ont pas toujours la culture du pilotage et de l'évaluation, parce qu'ils ne viennent pas spécifiquement du secteur privé, dans des fonctions managériales, on a quand même un peu cette habitude. C'est compliqué, et ça c'est un des premiers enjeux. On l'a dit, le pilotage aussi, c'est de se dire où est-ce qu'on en est. C'est important. Enjeu de gouvernance, qui fait quoi, et comment est-ce qu'on peut finalement mobiliser chacun sachant où il en est aujourd'hui dans le rôle qu'il a dans la transition environnementale du territoire. C'est vrai pour l'intercommunalité ou le syndicat qui travaille, mais c'est vrai aussi, on va dire, pour les partenaires du territoire. Il y a tout un tas d'institutions publiques qui ont un rôle. Ça peut être des bailleurs sociaux sur, évidemment, la rénovation des bâtiments. C'est les citoyens eux-mêmes. Ce sont aussi, évidemment, derrière, les entreprises du territoire qui ont un impact, et notamment parfois les plus grosses d'entre elles, eh bien, qui, sur leur plan de mobilité aussi, peuvent rendre compte et concourir, finalement, à cette transition environnementale. Donc il y a des solutions qui existent. Je crois que le sujet n'est pas tant la solution que de la capacité à mettre les gens en mouvement autour de ça. On a vu, et nous on a vu beaucoup de choses là-dessus, on peut avoir les meilleures solutions du monde. Quand on les dépose et qu'elles comptent sur étagère, personne ne se les approprie. Parce qu'il y a un enjeu aussi d'ergonomie, de simplicité, et puis tout simplement aussi de travailler autour de ça. L'un des gros enjeux, et je cite le territoire, mais ce n'est pas le seul, voilà, du Val de Cher-Controis, qui avait été labellisé d'ailleurs label d'or par le concours des interconnectés, qui travaille aussi sur ces enjeux justement d'outils et de solutions. C'est aussi un satellite finalement de l'Association des communautés de France et finalement aussi de France Urbaine. L'un des gros enjeux aussi qu'on voit, c'est le besoin de pouvoir expliquer au grand public et on va dire, de démocratiser cet enjeu, donc d'avoir une interface qui soit claire, qui explique où est-ce qu'on en est et qui rend tangible aujourd'hui l'avancée des projets est un point important.
Donc il ne s'agit pas de rentrer dans des tableaux de bord complexes lorsqu'il s'agit d'être compris par certains citoyens experts, mais d'expliquer, voilà, où est-ce qu'on en est. Alors je ne sais pas si je l'avais mis sur cette slide ou peut-être la prochaine. Ici, non, c'était là, pardon, désolé, je suis allé un petit peu vite. Mais de montrer tout simplement la progression, où est-ce qu'on en est. On s'est fixé, on est parti d'un temps zéro. Dans 6 ans, on a promis effectivement de, je ne sais pas, de faire, je dis une bêtise, mais 10 000 mètres carrés de panneaux solaires en fait, à l'échelle du territoire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a une progression continue? Est-ce qu'il faut relancer les choses? Est-ce qu'on s'est affecté suffisamment d'argent autour? Et c'est vrai que les plans qui sont ou sur du papier glacé PDF ou qui sont dans des fichiers Excel permettent pas toujours rapidement de se rendre compte si on avance ou si on n'avance pas bien. Alors un scoop sur quand on va arriver à l'évaluation des PCAET, à mon avis, quasiment aucun d'entre eux vont atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. En tout cas sur les enjeux de suivi, de suivi des actions. Et sur l'impact, et là ça va être encore un peu douloureux, et on a vu déjà des élus un peu déchantés, mais sur l'impact en termes de baisse de gaz à effet de serre, on aura des choses qui seront parfois ridiculement basses, ou parfois même toujours en progression constante. L'enjeu aussi, c'est que pour les chargés de projet, il faut aussi des clés de lecture pour être à même d'animer, de piloter ça. Et là aussi, de pouvoir irriguer la culture de la data, irriguer la culture du pilotage, la culture des indicateurs, parce que là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est aussi une seconde nature dans les fiches de poste, c'est un point important. Donc aujourd'hui, avec une data qui est mise à plat, des outils très simples, des outils, on parle d'outils low-code ou no-code, et parfois des outils même, j'allais dire low-tech, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas des gros moyens et qui ne sont pas toujours numériques, je tiens à le dire, même si là il est question de data, on peut augmenter significativement l'impact de son PCAET. Le sujet est immense, nous on arrive très très modestement là-dessus, et au sein de la PCC, avec les bureaux d'études, et avec un certain nombre de partenaires, l'enjeu est pouvoir finalement apporter le meilleur des pratiques, les meilleures des pratiques aujourd'hui, pour pouvoir finalement avoir de l'impact et finalement aussi, in fine, permettre à ceux qui travaillent sur les transitions écologiques territoriales de se donner toutes les chances de réussir. Voilà. J'en ai terminé. Il y a peut-être des questions et des réponses parce que j'ai peut-être été un petit peu long, mais s'il y avait un mot à retenir en complémentarité de ce qu'a dit Magali, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer. Les choses commencent. On commence à avoir des niveaux de maturité et de recul sur tous les sujets de transition environnementale maintenant qui ont pour les pionniers 20, 25 ans. Certains territoires ne font que effleurer le sujet et viennent de s'y lancer il y a seulement quelques années. Et sur le sujet de la data, il y a une petite dizaine d'années de recul aujourd'hui. Et le défi est immense, mais je crois que en articulant toutes ces méthodes, ces outils, et puis la volonté de décloisonner, on peut arriver à se donner plus de chances dans la réduction des gaz à effet de serre. Merci. Et juste pour compléter ton propos, Mathieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres des collectivités sur les plans climat, on n'a pas cette dimension de portail derrière souvent. C'est souvent oublié, comme la concertation, qui a un volet important. Et on se bat pourtant pour que soient intégrées ces dimensions et qu'on puisse venir avec des offres complètes où on intègre cette data et qu'on puisse avoir un outil complet de pilotage lorsqu'on livre le plan climat, parce que nous, en tant que bureau d'études, c'est très frustrant de livrer 200 pages de PDF et de s'en aller et de se dire ça va peut-être aller sur l'étagère. Et donc, il nous manque ce fil. Et aujourd'hui, c'est pas dans les appels d'offres. C'est pas intégré, il n'y a pas de switch. Alors c'est peut-être piloté par d'autres services, mais on pourrait demander effectivement que ce plan climat soit intégré dans la data de la collectivité. Ça serait vraiment intéressant. Et le dernier point, c'est d'y associer les acteurs extérieurs, c'est-à-dire qu'ils puissent le consulter et d'aller porter leur suivi et leurs actions. Et de faire que ce plan climat soit vivant et toujours en amélioration, d'actions complémentaires, d'actions terminées, d'actions en évolution. C'est vraiment moi ce que j'aurais aimé pouvoir trouver dans les appels d'offres, mais je ne l'ai pas encore aujourd'hui et je pense qu'il manque de moyens financiers aussi pour pouvoir peut-être aller jusque-là. Alors, je rebondis sur ce que dit Magali, c'est très vrai. Nous, on milite beaucoup pour ça. En fait, ce qu'on constate dans les territoires, justement, qui ont des personnes en charge des sujets data, il y en a quand même un certain nombre, eux-mêmes en fait ont du mal à porter leur voix. Il y a un enjeu d'être l'ambassadeur, le messie dominici et de se dire mais on est en aide.
pousser le sujet de la donnée. Et je pense aussi que ça va s'imposer réglementairement à un moment donné. Et il y a déjà du lobbying en ce sens, non pas pour complexifier les choses, mais au contraire pour les rendre plus opérationnelles, plus impactantes. Et oui, vous n'imaginez pas le nombre d'appels d'offres qui sortent où ça ne fait pas partie de l'expression de besoin, parce que les chargés de projet, on l'a dit tout à l'heure, ignorent cette dimension data et parfois en quoi ça pourrait être utile. Et quand bien même ils ont un collègue, c'était montré, est-ce que vous avez fait de l'open data ou de la data dans votre collectivité? Nous, on a matché les choses, c'est-à-dire qu'on a énormément de réponses non, et on sait en fait qu'il y a une collectivité qui fait de l'open data. C'est-à-dire que le bureau d'à côté, ils ne savent pas qu'ils ont des collègues qui le font. Donc quand on a dit ça, je pense effectivement qu'on va commencer année après année à croiser les deux, et je pense qu'on va trouver effectivement des effets de bord et des effets de levier pour avancer sur ces sujets. Mais il y a tout à faire aujourd'hui, et il faut faire croître effectivement ce niveau de maturité et donner à voir, je pense. Voilà, donc le cas du Val-de-Cher-Comtrois, demain d'Épernay ou d'autres collectivités qui mettent ça, je pense aussi à Saint-Quentin en Yvelines ou les Grands Lacs, des petites et des grosses, se donnent les moyens justement aujourd'hui d'objectiver ça et de corriger le tir, parce qu'on parlait d'évaluation, mais de notre point de vue, une évaluation triennale ou tous les 6 ans, avec toute la lourdeur que ça suppose, on travaille sur beaucoup d'observatoires, pas que sur les sujets climat, on travaille sur des sujets d'économie circulaire, de déchets, de mobilité ou même derrière d'urbanisme. Le gros problème, c'est à chaque fois tout l'effort, l'inertie pour aller refaire cette enquête. On croit à l'évaluation permanente et continue qui s'alimente justement avec toute une série d'automatisation et de données qui remontent continuellement, alors parfois du temps réel quand ça a du sens, quotidienne, hebdomadaire, journalière ou même semestrielle ou annuelle, mais on peut le refaire, et notamment derrière sur des consommations de bâtiments, ça c'est du temps réel. Si sur des sujets derrière plutôt d'installation, on peut faire remonter ça. Donc je pense qu'on va aller vers de l'évaluation continue beaucoup plus rapide dans le futur. Merci Emeline. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Hop, je vais récupérer la zapette. Super. Alors, donc, quelques mots pour conclure. Donc, pour vous dire qu'on a un annuaire en ligne pour vous permettre de retrouver tous les membres de l'APCC. Si vous avez un besoin d'accompagnement, en particulier sur les plans climat, vous pouvez les trouver directement sur notre site internet avec des critères comme la zone géographique, les domaines de compétences et les spécialités sectorielles. Également sur le site de l'APCC, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de ressources gratuites, que ce soit des conférences, des visioconférences, des articles, des publications. Donc tout un contenu à votre disposition fait par nos membres dans l'optique de vous faire avancer en fonction des sujets qui vous animent. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les prochaines conférences et articles que nous organisons. Quelques mots pour conclure sur le sommet virtuel du climat, donc qui est un événement qui aura lieu sur 10 jours à la fin du mois et dans lequel seront présentés un certain nombre de visioconférences et de visio-ateliers pour traiter de toutes ces problématiques-là avec des exemples concrets, des témoignages pour vraiment que vous puissiez répondre aux questions que vous avez. Et le thème, donc, comment arriver à la neutralité carbone et rendre son territoire résilient, qui est la question qui sera adressée par tous les ateliers, quel que soit l'angle sous lequel la question sera attaquée.